Vous êtes toujours sur France 24, c'est l'essentiel. On va plus loin à présent avec Niagalé Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagalé. Bonjour. Et Bruno Darroux, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, le Premier ministre australien entend renforcer la législation sur les armes à feu après la tuerie sur une plage de Sydney hier. L'attentat qui visait la communauté juive en pleine fête d'Hanouka a tué 15 personnes et fait 42 blessés. L'un des deux assaillants est mort. L'autre, son fils, déjà connu des services de renseignement, est actuellement hospitalisé. Et puis le trumpisme fait des émules en Amérique latine. Dernier a basculé, le Chili, à droite toute, avec José Antonio Cast, élu largement hier à la présidence. Une première pour un nostalgique des années Pinochet, c'est l'essentiel. Jamais l'Australie n'avait connu pareille attaque. Un homme et son fils ont ouvert le feu hier sur une foule d'1 millier de personnes réunies sur la plage de Bondi Beach à Sydney pour célébrer la fête juive de Hanouka. La tuerie a fait 15 morts et plus de 40 blessés. Le bilan aurait été encore plus lourd si un homme n'était intervenu pour désarmer l'un des deux assaillants. L'un d'eux, le père, a été abattu par la police. Son fils, déjà connu des services de renseignement australiens, a été lui hospitalisé et placé sous surveillance policière. Retour sur les faits avec Laurence Naon pour France Télévisions. Et le recueillement, ces Australiens viennent déposer quelques fleurs en hommage aux victimes. L'émotion est immense au lendemain de l'attaque qui a visé la communauté juive sur cette plage de Sydney. C'est une tragédie tellement inattendue et un acte d'une violence incroyable. Ce qui s'est passé est une attaque contre l'humanité. Revenu à proximité des lieux de l'attaque, cette rescapée est très éprouvée. Je suis dévastée. J'ai du mal à y croire. Personne ne pouvait imaginer que ça arriverait ici. J'ai entendu les coups de feu, ils étaient tellement forts et on ne savait pas d'où ils venaient. Je voulais juste mettre ma famille en sécurité, donc on a couru comme tout le monde. Hier, deux assaillants lourdement armés ouvrent le feu sur la foule venue célébrer le premier jour des fêtes juives de Hanouka. Ces familles tentent de protéger leurs enfants. Certains, au téléphone, préviennent proches et secours. Au sol, des dizaines de blessés, au moins 16 morts. Parmi eux, Dan El-Kayam, ingénieur français installé depuis 1 an en Australie avec sa compagne. Sa famille, restée en France, est bouleversée. C'était une personne en or. On est 4 frères et sur 4 frères, pour moi, c'est le plus gentil de tous. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un qui profitait de la vie, pas du tout matérialiste, qui avait la valeur des choses et qui aimait voyager. Depuis hier, l'Australie et le monde entier saluent le courage de cet homme qui est parvenu à désarmer l'un des tireurs. Blessé, Ahmed Al-Ahmed, père de famille de 43 ans et vendeur de fruits, se remet doucement à l'hôpital. Il a reçu la visite des autorités australiennes. Je ressens de la fierté et de l'honneur parce que mon fils est un héros en Australie. Il était prêt à sacrifier sa vie pour sauver des innocents. Le profil des deux assaillants se précise. Il s'agit d'un père et de son fils. Le père de 50 ans, en pantalon blanc, a été abattu hier. Son fils de 24 ans blessé est hospitalisé. La justice australienne le soupçonne d'être lié à un membre de l'État islamique. En Australie, les drapeaux sont en berne. En fin de journée, au 2e jour de Hanouka, la communauté juive est venue près de la plage allumer sa bougie. Résister ensemble contre la barbarie terroriste. Voilà, et le parquet national antiterroriste ici en France ouvre une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Après la mort parmi les victimes, vous l'avez vu, de ce ressortissant français de 27 ans, Dan El-Kayam. Plus généralement, Bruno Darroux, le caractère terroriste de cette fusillade ne fait aucun doute ? D'après ce que disent les enquêteurs, effectivement, on est à la fois sur un attentat terroriste et un attentat antisémite, visant donc délibérément la communauté juive, puisque c'était un événement religieux autour de la fête de Hanouka. Donc ça semble faire peu débat, même si on ne connaît pas encore exactement toutes les circonstances. Le père donc a été abattu par la police. Le fils, pour le moment, est dans un état critique. Il est à l'hôpital.
On sait que ce fils avait déjà été repéré en 2019, arrêté et condamné pour connexion avec l'État islamique. Bon, voilà ce qu'on sait pour le moment, mais ça semble quand même un acte préparé. Alors visiblement préparé en cachette, puisqu'apparemment la mère n'était pas au courant. Le père et son fils avaient raconté qu'ils allaient faire un week-end pour pêcher, et donc elle a découvert ça au dernier moment. Apparemment, selon le Premier ministre australien Anthony Albanese, il n'y aurait pas d'autres complices. J'imagine qu'il a ces informations, évidemment, des services de police également. Donc voilà, on en est là. On a retrouvé aussi 2 drapeaux de Daesh quand même dans leur voiture. Donc voilà, on peut dire que l'objectif semblait quand même assez clair. Le fait, Nyagale Bagayoko, que le père était originaire du Pakistan risque de provoquer, pensez-vous, des réactions au sein de l'opinion publique occidentale, ou bien au contraire l'acte de bravoure de cet autre étranger, lui, citoyen en tout cas d'origine syrienne, qui s'est interposé, on l'a vu sur ces images, Ahmed Al-Ahmad, offre le meilleur des contre-exemples, lui qui est venu justement désarmer l'un des assaillants? Oui, ça, je pense qu'en effet, ça sera sans doute un élément qui conduira à modérer un certain nombre de réactions, mais je pense que la plupart d'entre elles seront extrêmement virulentes et risquent de relancer un antagonisme qui devient maintenant planétaire, puisqu'il traverse la plupart des sociétés occidentales ou non occidentales, puisqu'il y a aussi le Moyen-Orient, et que c'est un clivage qui malheureusement semble incontrôlé dans la mesure où il ne renvoie pas à des organisations constituées qui se rendent coupables d'actes terroristes, comme on a pu le voir avec des attaques beaucoup plus massives, beaucoup plus planifiées, beaucoup plus organisées. Ce qui est extrêmement préoccupant dans ce qui vient de se passer, c'est non seulement les cibles qui sont en effet des membres de la communauté juive, mais aussi de tout âge. On parle de victimes âgées de 10 ans à 87 ans, de l'Holocauste, dont un rescapé de l'Holocauste. Donc on se rend compte que la question de la figure ou du visage humain que l'on peut avoir en face n'est absolument pas un élément pris en considération. Et c'est là qu'en effet, il ne faut même pas s'interroger sur le caractère terroriste de ce geste, mais à l'inverse, on s'aperçoit aussi qu'il est extrêmement difficile d'anticiper et d'empêcher ce type d'acte, puisque l'on a vu que le fils avait en effet été d'ores et déjà identifié comme un élément potentiellement dangereux. Un mot juste sur la personne qui s'est interposée, parce que Donald Trump, qui lui a fermé ses frontières à un certain nombre de pays à la suite d'une attaque contre 2 gardes nationaux commise par un ressortissant afghan, et bien là il s'est exprimé pour saluer le courage justement de cet homme hier. Il s'agissait clairement d'une attaque antisémite. Je tiens simplement à rendre hommage à toutes les victimes. Mais alors, il a aussi rendu hommage, en l'occurrence, à la personne qui s'est interposée. Bruno Darou, il y a effectivement il y a une double en fait, histoire dans ce qu'on a vu hier, double narrative d'une certaine manière. C'est-à-dire à la fois, effectivement, oui, l'attaque en elle-même, l'attaque manifestement terroriste, même si elle reste à confirmer, les motivations liées à Daesh, si c'est le cas, et en même temps, effectivement, un homme qui s'est interposé, dont un acte d'héroïsme. Ah oui, cet acte d'héroïsme, oui, est très... Donc, qui d'une certaine manière, même si apparemment neutralise le discours de certains qui auraient pu l'exploiter. Donald Trump, en d'autres circonstances, n'aurait sans doute pas manqué d'exploiter l'origine des assaillants. Qui est musulman, effectivement, ça permet d'atténuer le fait que, effectivement, ça aggraverait ce clivage. Donc ça, c'est positif, même si sur les dernières images, en fait, ce héros syrien, en fait, qui réussit à désarmer l'assaillant, finalement, ne le désarme pas complètement, puisqu'il va un peu plus loin sur le pont, il ramasse une autre arme. Il faut savoir qu'il était détenteur. Même blessé, donc là, ça, c'est un peu le débat qu'on va aborder, je pense, sur le port d'armes. Il était détenteur de 6 armes à feu. Quoi. Et donc, visiblement, il y en avait disséminé à plusieurs endroits. Donc, ça ne le neutralise pas totalement, malheureusement. D'ailleurs, il sera blessé lui-même par balle par la suite. Oui, absolument. Mais il s'agit en effet d'un acte de courage qu'il convient de saluer et qui rappelle beaucoup ce qui s'était produit au moment de l'attentat de l'Hyper Cacher.
avec un jeune musulman d'origine africaine qui s'appelait lui aussi, d'ailleurs, Koulibaly, son nom, si je ne me trompe pas, qui travaillait dans l'arrière-boutique de l'Hypercacher, qui s'était aussi, non pas interposé, mais qui avait protégé certains des clients qui étaient dans le local. Mais malheureusement, cela n'a absolument pas empêché non seulement les amalgames au sein de la communauté nationale, mais également un antagonisme de plus en plus profond de se creuser entre les communautés juives et musulmanes sur le sol hexagonal. Et donc, il est à craindre. C'est précisément le but, d'ailleurs, des auteurs de l'attaque. Et ce qui est exactement le but mais en même temps, de ces organisations. Pour être un petit peu optimiste, un peu d'optimisme sur la nature humaine, c'est-à-dire que des musulmans, en fait, ce sont les plus radicalisés, en fait, qui jouent l'antagonisme et le clivage absolu. Et Sarah Boubakri en régie me rappelle fort justement que l'individu en question s'appelait Lassana Bathily. Pardon, je disais Koulibaly, c'était Hamedi Koulibaly qui était coupable de l'attaque. L'auteur de l'attaque dans l'Hypercacher. En tout cas, pour Israël, cet attentat aurait été encouragé par la politique du gouvernement australien qui a reconnu dans la foulée de la France un État palestinien. C'était en septembre dernier. Écoutez Benjamin Netanyahou, suivi de la réponse du Premier ministre australien Anthony Albanese. J'ai dit au gouvernement australien que leur politique jette de l'huile sur le feu de l'antisémitisme et qu'ils encouragent la haine des Juifs qui sévit dans les rues d'Australie. L'antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas. Ils doivent remplacer la faiblesse par la fermeté à son égard, ce qui n'a pas été le cas en Australie. Non, je ne l'accepte pas. Et la grande majorité des pays du monde entier reconnaît qu'une solution à deux États est la voie à suivre au Moyen-Orient. Bruno Darou, les autorités australiennes en laissant manifester depuis 2 ans aux abords de l'Opéra de Sydney notamment, parfois au cri d'un État palestinien du Jourdain à la mer. On dit même avoir entendu gazons les Juifs. Bon, est-ce qu'elles ont... Fuck the Jews aussi, on ne va pas traduire, mais je pense que tout le monde aura compris. Est-ce que ces autorités ont ainsi laissé se développer une forme d'antisémitisme ? Écoutez, c'est compliqué à dire. L'Australie est un État démocratique, donc il y a la liberté de manifester. Des slogans comme ça, dans certains pays, notamment la France, ça peut être considéré comme de la citation à la haine raciale. Je ne sais pas si ce motif juridique existe en Australie. Mais par contre, franchement, c'est très difficile à dire. Mais par contre, évidemment, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fait des comparaisons, des espèces d'amalgames, parce qu'on ne voit pas très bien, si on y réfléchit à froid, en quoi le fait de reconnaître un État de Palestine, on peut considérer que politiquement, il l'a dit d'ailleurs, ce serait, parce qu'il faut mettre ça au conditionnel aujourd'hui surtout, ce serait la bonne solution, en quoi la coexistence de deux États alimenterait l'antisémitisme. On peut même arguer du contraire. Dire que le jour où il y aura un État de Palestine, eh bien, les tensions diminueront et l'antisémitisme également. Donc là, on assiste à une opération manifeste quand même d'instrumentalisation politique qui n'est guère surprenante de la part de Benjamin Netanyahou, qui s'en prend quand même assez vertement au Premier ministre australien, alors même que ce gouvernement, à l'été 2024, a nommé à la fois un délégué contre l'islamophobie et un ou une déléguée, je ne sais plus, concernant les questions d'antisémitisme. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'il est resté complètement inactif. Lorsqu'ici même, Niagale Bagayoko en Europe, des artistes sont déprogrammés des festivals ou de concerts parce qu'israéliens, lorsque 5 pays boycottent l'Eurovision de la chanson l'année prochaine, lorsque des équipes de cyclisme ou des enseignants voient leur participation annulée à des événements sportifs ou des universités, est-ce qu'on est trop indulgent vers l'antisionisme ? Ou encore une fois, ce sont 2 causes totalement différentes qu'il ne faut pas comprendre. Moi, je pense que malheureusement, la plupart des acteurs, à commencer par Benjamin Netanyahou, mais également souvent les organisateurs ou les instigateurs des manifestations ou des prises de position que vous mentionnez, jouent sur l'ambiguïté de tout un vocabulaire. Ils font sciemment le choix de faire la confusion entre
antisémitisme, antisionisme, droit à l'existence d'un peuple, droit à l'existence d'un État de l'autre. Et malheureusement, on est face à deux courants totalement polarisés qui sont d'une absolue mauvaise foi, mais qui ne s'arrêtent pas à la mauvaise foi, qui est extrêmement délétère, puisqu'en effet, elle dégénère dans les actes meurtriers d'une violence extrême et qui sont inadmissibles. Et donc, comment remettre les choses à leur place, c'est peut-être ce qui était dit dans le reportage par l'une des personnes très choquées, qui disait mais où est l'humanité finalement dans tout ça ? On a l'impression que l'identité a pris le pas sur toute notion d'abord de droit international, mais aussi sur toute possibilité de dialogue ou de relation. De faire société. À l'inverse, Benyamin Netanyahou et les membres de son gouvernement les plus radicaux mettent-ils en danger les Juifs à travers le monde, Bruno Darroux, en menant une politique brutale, voire suprématiciste, qui favorise le passage à l'acte de ceux qui font, évidemment à tort, l'amalgame avec la religion juive? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des amalgames des deux côtés. Et effectivement, autant évidemment, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 est d'une barbarie terroriste totalement condamnable, autant la riposte israélienne depuis a été extrêmement meurtrière, plus de 70 000 morts, et ce sont en grande partie les images de Gaza et de tous ces civils, femmes, enfants, hommes, villes complètement détruites. Ce sont ces images-là qui alimentent aussi, notamment dans une grande partie des jeunesses occidentales. Alors, soit un antisémitisme, là, effectivement, il y a tout le débat sur le vocabulaire. Est-ce que si on critique, on peut être critique de la politique du gouvernement Netanyahou, on peut être antisioniste, ce qui est encore autre chose, ce qui est contesté. L'existence même d'Israël. Ouais, ou le droit qu'Israël puisse avoir un État là, à cet endroit-là, notamment. Et puis l'antisémitisme, c'est encore autre chose. C'est détester les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est du racisme à l'état pur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces nuances d'analyse, etc., sont très difficiles à faire entendre, tellement les deux parties sont conflictualisées et radicalisées. Oui, parce que dans ce vocabulaire, on parlait du sionisme, il y a des juifs anti-sionistes aussi. Bien sûr. Donc c'est là que l'on voit que ces amalgames... Et en Israël même, d'ailleurs. Ils sont sionistes, mais qui sont anti-Netanyahou. Absolument. Mais à mon avis, ce qui est assez terrifiant aujourd'hui, c'est la façon dont les mémoires s'effacent, ou plus exactement deviennent communautarisées. C'est-à-dire que la mémoire de la Shoah devrait être un héritage universel. Oui. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est revendiquée et utilisée par certains, y compris au sein de la communauté juive, qui considèrent que ce n'est que le combat de leur propre communauté. Or, à mon avis, c'est un combat universel qu'il faut continuer à défendre, et ce n'est pas en contrevenant tous les principes, notamment des droits de l'homme, qui ont été construits sur la base de ce drame absolu qu'a été l'Holocauste, que l'on pourra lutter contre l'antisémitisme, au contraire. Un dernier mot, la question des armes qui se pose là à travers ce qui s'est passé dans un pays où on régule le port d'armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réglementation est contre-productive ou qu'elle ne suffit pas? D'abord, on peut noter qu'à chaque fois qu'il y a un incident, un incident, là c'est plus qu'un incident, un événement aussi tragique, les gouvernements, dans tous les pays, alors notamment c'est plus dans la culture anglo-saxonne, on pense bien sûr aux États-Unis, il y a encore une fusillade récemment, à chaque fois les gouvernements sont confrontés à ce débat sur la détention d'armes à feu. Donc il y a les gouvernements plutôt à gauche qui disent on va renforcer la réglementation sur l'utilisation des armes à feu, et les gouvernements plutôt à droite, voire très à droite, qui disent non, attention, c'est la liberté de chacun de se défendre. Donc là, c'est un gouvernement travailliste, donc le Premier ministre dit qu'il va renforcer une législation qui effectivement fait déjà partie des législations les plus restrictives, notamment depuis un attentat très meurtrier, c'est le plus meurtrier avant celui-ci en Australie, Port Arthur en 1996, et il y avait eu quand même beaucoup de restrictions qui avaient été mises en place. Donc là, le Premier ministre albanese a dit qu'il fallait renforcer certaines choses, notamment, comme c'est un État très fédéral, la coopération entre les polices de chaque État. Donc
Il envisagerait un fichier national qui permettrait de suivre chaque citoyen australien avec chaque permis. Apparemment, il y a aussi un problème alors, il y a moins de détenteurs de permis d'armes que dans les années 90, du coup, suite à ces réglementations qui avaient été prises. Mais il y a plus d'armes en circulation. Pourquoi ? Et l'assaillant, là, en est un très bon exemple. C'est parce que le nombre d'armes détenues par chaque individu, par contre, est visiblement peu contrôlé, puisque le père, donc, qui est décédé, avait 6 armes à feu, et visiblement de manière tout à fait légale. Donc, ils vont aussi travailler là-dessus. Un dernier mot. Oui, alors je vous rejoins à 1000%, mais dans les pays où il n'y a pas ce type de législation, ce sont des attaques au couteau qui se perpétuent. Donc, en effet, à mon avis, lorsque l'on est fanatisé, quel que soit l'arsenal législatif qui est mis en place, malheureusement, c'est un peu de cynique ce que je vais dire, mais on tue plus facilement avec des armes. Mais le problème surtout sont les armes d'assaut aux États-Unis avec les chargeurs. Mais je reste bien entendu absolument dévasté par toutes les victimes que fait la législation libérale sur les armes à feu. 35 ans après le départ de Pinochet, l'un de ses supporters s'apprête à devenir son lointain successeur à la tête du Chili. L'ultra-conservateur José Antonio Cast a remporté haut la main hier le second tour de l'élection présidentielle avec un peu plus de 58% des voix face à la candidate de gauche, la communiste Janette Jara. Les raisons de cette victoire par Mathilde Guillaume à Santiago du Chili. C'est vrai qu'il peut paraître extrêmement choquant et incompréhensible qu'un pays qui a vécu une dictature aussi dure que celle de Pinochet, pour rappel, c'est 3000 morts, c'est des dizaines de milliers de torturés, c'est 200 000 personnes qui ont été poussées à l'exil. Eh bien, à peine 35 ans après, vote pour un président qui non seulement ne la condamne pas, mais qui en revendique l'héritage. Mais la plupart des électeurs avec qui j'ai pu parler, si on accepte ceux qui sont très politiquement marqués à gauche, eh bien m'ont dit que c'était pas du tout un sujet qui était important pour leur prise de décision et pour leur vote. Ils m'ont dit que la dictature, c'était il y a longtemps, qu'il fallait pas vivre dans le passé, que les plus jeunes ne l'avaient même pas connue. Et certains m'ont même dit que c'était plus une préoccupation des médias étrangers que des Chiliens. Alors, sous cette apparente légèreté, autour d'un sujet aussi grave, ce qu'on sent surtout, c'est une profonde déception envers la gauche, ou plutôt un espoir déçu. En fait, le gouvernement progressiste de Gabriel Boric n'a pas réussi à incarner le grand élan d'espoir qui a surgi il y a 6 ans avec l'Estagido. Vous vous souvenez peut-être, c'était cette grande vague de manifestations qui réclamait une refonte totale de l'État, plus de justice sociale, plus d'égalité. Et cette transformation, eh bien, n'est pas arrivée au Chili. Pourtant, le bilan de Gabriel Boric est loin d'être mauvais. Le Chili est un pays qui va plutôt bien économiquement, plutôt bien socialement. Alors, on peut se dire que ce balancier extrêmement puissant, extrêmement violent de la gauche à l'extrême droite, c'est un rejet peut-être des forces traditionnelles. Et ça, c'est pas une question qui touche uniquement le Chili. Oui, ce n'est pas une question qui touche uniquement le Chili, Niagalé Bagayoko. On a affaire là à une forme d'international de la droite dure qui se répand en Amérique latine. On a affaire à une internationale ultra-conservatrice qui se répand à l'échelle mondiale et non pas uniquement en Amérique latine, non pas uniquement en Amérique du Nord. On la voit en Europe, on en parle beaucoup moins, mais elle est extrêmement présente en Afrique également. C'est un mouvement extrêmement puissant, une lame de fond auquel les partis de gauche ou de centre droit ne savent pas répondre parce qu'à mon avis, ils n'ont pas de réflexion programmatique. Toutes ces droites extrêmes ou très musclées n'arrivent pas au pouvoir par hasard. Elles ont travaillé depuis des années. Lorsqu'on s'intéresse un peu à l'histoire des idées politiques, il y a énormément de pensées à la fois conservatrices sur le plan sociétal, mais qui innovent aussi en termes de solutions proposées. Les gauches, aujourd'hui, ne semblent pas en mesure de proposer une alternative, et c'est ce qui s'est produit avec la candidate, donc estampillée, assumée, communiste, mais qui a cherché elle-même à prendre ses distances avec ce parti, et qui a même repris un certain
un nombre de points de la rhétorique qui met en cause le rôle des migrants, notamment en provenance du Venezuela. Oui, justement, Bruno Darroux, quand on voit la frontière du Chili avec ses voisins, on se dit que c'est juste tout simplement impossible de la sécuriser, comme le prétend José Antonio Cast. Le nouveau président dit qu'on va voir ce qu'on va voir. Donc bon, il prend ses fonctions le 11 mars prochain. Et d'ailleurs, il s'est inspiré dans sa campagne de ce que font les États-Unis, et notamment évidemment Donald Trump, la fameuse police aux frontières qui existe aux États-Unis, qui permet d'arrêter et d'expulser les personnes qui veulent entrer illégalement dans le pays de manière extrêmement rapide et assez efficace, entre guillemets, parce que là, notamment le nord, tout le nord désertique du Chili, les frontières sont très très perméables avec la Bolivie, le Pérou notamment, et donc effectivement, il y a eu, même si le Chili reste dans la région, un État quand même assez sûr, prospère et sûr comparé à d'autres, mais il y a eu effectivement des groupes criminels qui, via cette route narcotrafic, on y revient toujours, arrivent à s'enraciner, à s'implanter dans le pays. Donc ça a joué aussi vers un électorat qui était effectivement extrêmement préoccupé par ces questions de sécurité, d'immigration. Il a aussi promis donc de refouler les quelques 340 000 migrants, dont une grande partie viennent d'ailleurs du Venezuela, c'est-à-dire d'une dictature d'extrême gauche, on va dire, qui sont venus en nombre se réfugier au Chili. Oui. Un dernier mot. Le Venezuela n'est pas innocent dans la rhétorique multiples, de la région. Qui est mise en œuvre par la classe politique actuellement au Chili. L'idée de bolivarisme, qui est la nouvelle version du communisme contre lesquelles toutes les dictatures des années 70-80 ont lutté, est au cœur de ce qui se passe aussi au Chili. Il y a une querelle des mémoires aussi, avec certains qui considèrent que l'héritage de Pinochet est très positif, à la fois en termes économiques, c'est-à-dire ultra-libéralisme, mais aussi en termes d'ordre, donc sécurité absolue, contre ceux qui estiment que ce qui prévaut, ce sont ces violations des droits de l'homme et les exécutions dont se sont rendus coupables notamment ces fameux carabineros qui sont aujourd'hui de nouveau mis en avant par le nouveau président Cast. Merci beaucoup Niagale Bagayoko, Bruno Darroux. On va plus loin, c'est fini. On se retrouve nous dans un instant pour la suite de l'essentiel. Restez avec nous. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.